Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier professeur Aziz Bousfiha pour l'invitation et Dr Laila Jeddain. Je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de l'apport des nouvelles techniques de séquençage haut débit dans le diagnostic des erreurs innées de l'immunité et partager avec vous l'expérience de notre laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis dans ce domaine. Comme vous le savez, les erreurs innées de l'immunité résultent de défauts génétiques au niveau du système immunitaire, mais pas que. Ils peuvent affecter d'autres systèmes de manière diverses et variées. Et vous avez compris le message au cours de ce congrès que la conséquence principale de ces erreurs innées de l'immunité est une susceptibilité accrue aux infections. Mais les malades peuvent également développer des manifestations auto-immunes, allergiques, auto-inflammatoires, d'où la proposition d'une nouvelle appellation, la nouvelle appellation d'erreur innée de l'immunité, en fait pour rendre compte et refléter cette constellation et ce large éventail de phénotypes associés à ces troubles. Et pour rajouter un autre niveau de difficulté, il faut savoir aussi que des défauts génétiques au niveau de plusieurs gènes peuvent être associés à un phénotype clinique similaire. Par contre, des mutations génétiques au niveau du même gène peuvent s'associer à divers phénotypes cliniques. Et là, c'est une notion principale qu'il faut comprendre. Et il faut savoir qu'il y a des mutations au niveau d'un gène donné qu'on appelle loss of function ou perte de fonction qui s'associe à une perte de la fonction de la protéine qui est codée par ce gène. Et en même temps, on peut avoir des mutations qu'on appelle gain of function ou GOF qui en fait s'associent à une augmentation de la fonction de la protéine codée par ce gène. Et donc les nouvelles techniques de séquençage haut débit ont pallié ces difficultés diagnostiques et ont permis l'augmentation exponentielle, comme vous le voyez, du nombre des erreurs innées de l'immunité qui avoisine actuellement les 500. Il faut aussi se rappeler et savoir que beaucoup d'erreurs innées de l'immunité qui ont été décrites l'ont été chez des patients qui sont originaires de la région MENA, qui est caractérisée par une consanguinité élevée qui participe et favorise l'émergence des formes autosomiques récessives. Donc, quelle était la stratégie de notre laboratoire de référence à l'Institut Pasteur de Tunis en termes de diagnostic moléculaire? Nous avons tout d'abord procédé à une analyse étude classique par séquençage sanguin et par approche gène candidat, où le gène responsable d'être le gène qui est suspecté étant responsable du déficit sur la base du phénotype clinique et du phénotype immunologique est séquencé. Et cette approche classique nous a permis de montrer la fréquence élevée des formes autosomiques récessives par rapport aux formes liées à l'X ou aux formes autosomiques dominantes pour un type particulier d'erreur innée de l'immunité. Nous avons également pu identifier plusieurs effets fondateurs avec des mutations fondatrices au niveau de plusieurs types d'erreurs innées de l'immunité, à l'instar par exemple du syndrome Domaine, du déficit en molécules d'adhésion leucocytaire type 1 ou du déficit en molécules HLA classe 2 qui est une maladie maghrébine, un déficit maghrébin par excellence. Et ces mutations fondatrices ont été critiques pour proposer une approche préventive par diagnostic anténatal et conseil génétique chez les familles affectées. Nous avons également pu identifier de nouvelles formes de transmission autosomique récessive dans certains modèles d'erreurs innées de l'immunité, comme par exemple le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité, et nous avons pu identifier une nouvelle forme de transmission autosomique récessive associée à une expression normale ou abaissée, mais non nulle, de la protéine FAS dans une famille tunisienne. Et donc, toutes ces études moléculaires classiques, j'allais dire, par gène candidat, étaient orientées par une panoplie d'exploration immunologique assez approfondies, je dois le dire, qui ont été développées au sein de notre labo. Nous disposons de PAIAS, par exemple, d'évaluation de la réponse pré- et post-vaccinale,
immunophénotypage des sous-populations lymphocytaires T, B, NK avec pourcentage et chiffres absolus, l'immunophénotypage de certaines sous-populations lymphocytaires qui sont critiques pour l'orientation vers tel ou tel type de déficit immunitaire, comme par exemple les cellules RTE, Recent Immigrant Cells, ou les lymphocytes CD4 naïfs, les Switched Memory B Cells, ou les lymphocytes T double négatifs, l'immunophénotypage de plusieurs molécules, que ce soit en extracellulaire ou à l'intérieur de la cellule après perméabilisation cellulaire, comme par exemple les molécules WASP, PSTA3, PSTA1, et certaines expressions devraient être étudiées après activation, les tests de prolifération lymphocytaire aux mitogènes et aux antigènes spécifiques, l'étude du burst oxydatif par test NBT et par DHR, et d'autres explorations un peu plus poussées, comme par exemple les blots de Dockwit ou le test fonctionnel d'apoptose. Mais toutes ces explorations immunologiques, aussi nombreuses et aussi approfondies soient-elles, ont montré malheureusement leurs limites. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation dans laquelle nous étions un peu, j'allais dire, frustrés, avec des patients qui étaient fortement, mais très fortement suspects d'erreurs innées de l'immunité, mais pour lesquels nous n'arrivions pas à avancer dans le diagnostic immunologique. Donc nous avons fait appel à des collaborations internationales pour proposer ces patients pour études par NGS, que ce soit par whole exome sequencing ou par NGS ciblé sur panel de gènes impliqués dans les DIP. Et nous avons aussi profité de l'initiative de la Jeffrey Model Foundation pour screener plusieurs patients sur NGS ciblé, par NGS ciblé. Mais en fait, l'objectif pour nous était, j'allais dire, à court ou moyen terme, d'essayer d'être autonome dans ce domaine et d'essayer d'implémenter ces techniques-là, que ce soit la partie wet ou dry lab, dans le laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire au labo, grâce à un projet qui est financé par la Principauté de Monaco et grâce à une collaboration avec Biomix et le hub de bioinformatique à l'Institut Pasteur de Paris. Et donc, voici une schématisation de tout le process et les principales étapes que nous avons établies. Nous avons commencé par la conception d'un panel de 300 gènes qui sont impliqués dans les erreurs innées de l'immunité que nous avons baptisé TUN-DIP, TUN pour Tunisia. Nous avons choisi les patients qui vont bénéficier de ce screening et je vais revenir tout à l'heure sur les critères d'inclusion et d'exclusion des patients. Nous avons procédé à la préparation des librairies avec la capture des gènes du panel et vous voyez là l'étudiante, la doctorante Rokhaya Yaqoubi qui a été formée à Biomix et qui est actuellement capable donc de préparer les librairies à l'Institut Pasteur de Tunis. Nous avons procédé au séquençage NGS. Il s'est fait pour une partie des patients à Pasteur Paris, mais nous avons heureusement un nouveau séquenceur haut débit à l'Institut Pasteur de Tunis et nous allons le faire prochainement à Pasteur Tunis. Et nous avons aussi Dr Afif Raïs, qui est assistante hospitalo universitaire dans l'équipe, qui s'est formée, qui est immunologiste à la base, mais qui s'est formée à la bioinformatique. Donc, elle a appris le codage informatique et tout ce qui va avec. Et l'analyse bioinformatique, elle a développé, à l'occasion d'un master en bioinfo, un pipeline maison pour l'analyse des données générées, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de données générées suite au séquençage au débit. Donc, elle a procédé à la priorisation des variants et à l'identification des variants candidats. Donc, par rapport maintenant au choix des patients, les patients qui étaient inclus étaient ceux qui avaient un phénotype complexe ou atypique suggérant une erreur innée de l'immunité et qui était qu'on ne pouvait pas diagnostiquer ou avancer dans le diagnostic avec ce que nous disposions comme exploration immunologique. Ceux qui n'étaient pas inclus étaient ceux pour lesquels un diagnostic a été établi grâce aux explorations immunologiques. Par exemple, un patient qui a une anomalie du burst oxydatif, donc qui a une granulomatoseptie chronique, n'est pas inclus et ne bénéficie pas d'un screening puisque le diagnostic est déjà fait sur la base des explorations immunologiques. Et donc là, je vais vous présenter les résultats
qu'on a eu pour les patients qui ont été screenés dans le cadre de l'initiative JMF et pour ceux qui ont été screenés dans le cadre de notre projet grâce à notre pipeline maison. Donc 39 patients hautement suspects d'erreurs innées de l'immunité ont été screenés sur un panel de 429 gènes et nous avons identifié des variants pathogènes ou probablement pathogènes dans 18 chez 18 sur les 39 patients, soit dans 46% des cas. Sur un total de 1398 patients dans un papier paru dans Frontiers Immunology qui ont été screenés dans le cadre de JMF, 20% à peu près ont reçu un diagnostic moléculaire. Pour les patients qui ont bénéficié d'un screening dans le cadre de notre projet et qui ont été analysés par la suite grâce à notre pipeline maison, 96 patients ont été screenés donc sur les 300 gènes que nous avons choisis et nous avons pu identifier des variants pathogènes ou probablement pathogènes dans 36% des cas et nous espérons et nous sommes optimistes pour voir ce nombre augmenter grâce au peaufinement et à l'optimisation de ce pipeline maison. Donc, les variants qui ont été identifiés au niveau des gènes qui sont impliqués dans plusieurs catégories d'erreurs innées de l'immunité, essentiellement dans les déficits combinés, mais aussi dans les déficits tumoraux, les déficits de la dysrégulation immunitaire, etc. Et dans ce qui suit, je vais vous illustrer l'apport du NGS grâce à 3 observations que nous avons vécues au labo et comment il peut aider et corriger le diagnostic. Et je vais commencer par cette première observation. Il s'agit d'un patient qui, à l'âge de 2 mois, a présenté des adénopathies et une dermatite atopique qui a été traitée par corticoïdes et qui a évolué en une xérose cutanée. Il a développé après un épisode de diarrhée, mais surtout plusieurs rechutes d'un syndrome d'Evans, donc thrombopénie et anémie hémolytique auto-immune, et pour lesquels il a été mis sous traitement corticoïde. Donc, l'évolution et le suivi à l'âge de 7 ans a montré une évolution favorable avec quand même la persistance d'adénopathie chronique sans signe histologique de malignité, une xérose cutanée et au cours du suivi, aucune manifestation gastro-intestinale, endocrinopathie ou autre maladie auto-immune n'a été enregistrée. À noter que le patient a quand même développé plusieurs otites récurrentes. Donc, sur le plan immunologique, nous avons retrouvé une hypergamma-globulinémie chez le patient, une hyper-IgE, une hyperéosinophilie. Comme il a présenté un syndrome lymphoprolifératif avec des cytopénies auto-immunes, nous avons complété par l'étude d'abord, avant l'étude des lymphocytes T double négatifs, le phénotypage des sous-populations lymphocytaires TB était normal, les tests de prolifération étaient normaux, et comme il a présenté des adénopathies et des cytopénies auto-immunes, nous avons complété par l'étude des doubles négatifs qui était élevée à 5%. Nous avons complété par le dosage du FAS ligand soluble et de l'IL-10 avec l'arrière-pensée d'un ALP syndrome, donc auto-immune lymphoproliferative syndrome, et nous avons trouvé également ces paramètres élevés. Et nous avons aussi complété par le test fonctionnel d'apoptose après activation par l'APO1-3, donc c'est un activateur qui cible la voie FAS, que ce soit au niveau des lignées EBV du patient ou de ses blastes PHA, et ces cellules ont montré une résistance très importante à l'apoptose comparativement au contrôle sain. Donc, clairement, le patient répond aux critères diagnostiques du syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité, et nous avons donc procédé au séquençage du gène FAS, mais contre toute attente, nous n'avons trouvé aucune mutation au niveau du gène FAS. Donc, nous avons proposé le patient pour séquençage NGS et nous avons identifié une nouvelle mutation au niveau du gène FOXP3. Je vous rappelle que le gène FOXP3 est impliqué dans le syndrome IPEX pour Immunodysregulation Polyendocrinopathie Entéropathie X-linked. Donc, ce syndrome est caractérisé par une panoplie de manifestations auto-immunes et d'endocrinopathie et une triade caractéristique faite d'eczéma, de diabète de type 1 et d'entéropathie chronique, avec sur le plan biologique une hypergamma, hyper-IgE et hyperéosinophilie. Nous avons confirmé donc cette mutation
par séquençage sans guerre, qui est à l'état hémizygote chez le patient, puisque c'est un gène lié à l'X, et la mère conductrice était hétérozygote. Le variant n'a pas été retrouvé dans les bases de données. Il a été confirmé comme étant conservé chez plusieurs espèces et la mutation a été prédite comme délétère par plusieurs logiciels de prédiction. Maintenant, sur le plan conséquences fonctionnelles, nous avons retrouvé une baisse des lymphocytes Treg, CD4+, CD25+, FOXP3+, mais comme le patient a été longtemps mis sous corticothérapie et les corticoïdes abaissent l'expression de FOXP3, nous avons aussi évalué l'expression de FOXP3 après activation des lymphocytes du patient et nous les avons retrouvés à un taux comparable à celui du contrôle. Donc, c'est comme s'il a restauré l'expression de FOXP3. Donc, l'étude de la corrélation entre le FOXP3, l'expression de FOXP3 qui est restaurée et l'activité résiduelle des Treg mérite d'être mieux investiguée et pourrait expliquer le phénotype modéré chez ce patient IPEX. Donc, l'autre point intriguant de cette observation est l'anomalie du test fonctionnel d'apoptose chez un patient IPEX et donc le lien possible entre le défaut FOXP3 et le phénotype ALPS. L'hypothèse que nous avons émise est que le déficit en Treg pourrait entraîner un état d'activation des lymphocytes T. Ces lymphocytes T vont entrer dans un état qu'on appelle l'épuisement immunitaire ou the immune exhaustion et deviendraient résistantes à l'apoptose médiée par FAS. Et pour conforter cette hypothèse, nous avons complété par l'expression des cellules CD4+, TEMRA, qui, je vous le rappelle, c'est le stade ultime de différenciation des lymphocytes après plusieurs rounds de stimulation, et nous les avons trouvées augmentées par rapport au contrôle, et dans le même cadre d'exploration, nous avons aussi complété par l'étude de l'expression de PD-1, qui est un marqueur de l'épuisement immunitaire, et nous avons retrouvé un taux augmenté par rapport au contrôle. Donc ça, c'est la première observation qui explique un peu le chevauchement phénotypique et immunologique qui existe entre deux archétypes de la dysrégulation immune. La deuxième observation concerne une jeune fille qui est actuellement âgée de 17 ans, qui présente des infections pulmonaires à répétition qui se sont compliquées de dilatation de branches. Elle a présenté des infections donc candidosiques multiples, orales, vaginales, une onychomycose. Elle a un retard statural et un retard pubertaire. Elle a une rétention des dents primaires et elle a une hypothyroïdie auto-immune. Et sur le plan biologique, on a retrouvé une hyper-IgE, une hyperéosinophilie. Et le score NIH qu'on calcule pour orienter vers le syndrome hyper-IgE, vous en avez entendu parler tout à l'heure, l'hyper-IgE syndrome ou le Buckley ou le syndrome de Job a été retrouvé très élevé, ce qui était en faveur d'une mutation loss of function de stade 3. Donc, nous avons complété sur le plan fonctionnel par l'étude de la phosphorylation de stade 3 en réponse à l'IL6, mais nous avons trouvé une augmentation de P stade 3 comparativement au contrôle, ce qui est plus en faveur d'une mutation gain of function et pas d'une mutation loss of function. Parce que si on avait une mutation loss of function, on aurait trouvé un taux de P stade 3 abaissé par rapport au contrôle. Et nous avons complété aussi par l'étude par PCR quantitative de SOX3, qui est un gène cible de stade 3, et nous l'avons trouvé augmenté après activation par l'IL6, ce qui conforte l'hypothèse de la présence d'un variant de stade 3 ou d'une mutation de stade 3, gain of function. Donc, nous avons procédé à l'étude génétique de stade 3 et nous avons identifié une délétion hétérozygote de 3 paires de bases au niveau de la région 3' UTR, qui n'a pas été retrouvée chez 50 témoins sains, qui a été déjà publiée dans ClinVar, la base de données ClinVar. Et je vous rappelle que la région 3' UTR est impliquée dans le contrôle de la transcription de l'ARN messager, de la traduction, de la stabilité aussi, de la localisation de l'ARN messager. Donc, on pouvait s'arrêter là, mais on était un peu mal à l'aise parce que ce variant stade 3 n'expliquait pas tout le phénotype clinique de la patiente, et notamment les infections candidosiques qui ne sont pas classiques dans
les mutations STAT3-GOF. Donc, nous avons proposé la patiente pour screening NGS et nous avons retrouvé une mutation délétère au niveau du domaine DNA binding domaine du gène STAT1, qui a déjà été rapporté chez des patients ayant des candidoses cutanéo-muceuses chroniques et qui est donc associé à un phénotype STAT1 gain of function. Donc, nous avons complété la partie fonctionnelle, nous avons étudié la cinétique de phosphorylation de STAT1 chez la patiente comparativement à un STAT1 loss of function. C'est un patient que nous avons aussi identifié au labo et un contrôle sain. Et nous avons trouvé des taux de p-STAT1. Vous voyez là les lignes qui sont en vert, augmentées après stimulation par interféron gamma ou IL-27. Et nous avons aussi complété par l'étude des lymphocytes TH17 qui étaient abaissés chez la patiente comparativement au contrôle sain et qui corrèle donc parfaitement avec les manifestations fongiques présentées par la patiente. Donc nous rapportons ici une mutation gain of function STAT1 associée à un variant de STAT3 qui serait probablement aussi gain of function chez une patiente qui présente un phénotype atypique de syndrome hyper-IgE. Troisième et dernière observation, c'est celle d'un patient qui est âgé de 45 ans, qui a développé des otites récurrentes depuis l'enfance, qui se sont compliquées de surdité mixte, qui a aussi développé des troubles digestifs depuis l'enfance, qui a une neuropathie périphérique avec faiblesse musculaire, il l'a développé depuis l'âge de 23 ans, et qui fait des hypoglycémies. Et sur le plan immunologique, il a une hypogammaglobulinémie qui porte sur les IgG et les IgM, une lymphopénie CD8, une lymphopénie B, des taux normaux de lymphocytes B mémoire switchés, et on a trouvé des auto-anticorps qui sont caractéristiques de la myosite. Donc, vu que le patient était quand même compliqué avec les hypoglycémies, avec les infections, avec l'atteinte neurologique, nous avons directement proposé le patient pour screening NGS et nous avons identifié une mutation hétérozygote au niveau du gène NF-κB2. Cette mutation induit un codon stop prématuré. Et quand on a fait de la biblio, on a trouvé que le patient avait un syndrome qui s'appelle le syndrome de David pour déficit in anterior pituitary function and variable immunodeficiency. Donc les patients associés à un déficit anti-hypophysaire associé à un déficit immunitaire comme un variable. Et vous voyez ici le gène de NF-κB2 dans lequel il y a plusieurs mutations. Certaines seraient responsables du phénotype CVID, Common Variable Immunodeficiency uniquement. D'autres seraient responsables d'un CVID associé à une dysplasie ectodermale. D'autres seraient responsables d'un syndrome de David. Et la mutation qu'on a trouvée, en fait, se situe non pas au niveau de la partie C terminale comme toutes les mutations qui ont été rapportées dans la littérature, mais au niveau, au tout début de la protéine, dans la partie N terminale. Donc ça donnerait potentiellement une protéine tronquée et les blots sont actuellement en cours. Donc, on est revenu à l'interrogatoire. Nous avons donc discuté, rediscuté avec le patient et voilà l'arbre généalogique de la famille avec 13 cas de patients qui sont symptomatiques. Ça va de la première génération à la dernière génération, malheureusement, des enfants. Donc, nous avons 13 cas, certains vivent en France. Et donc, nous allons proposer à l'étude génétique et fonctionnelle de tous ces patients. Donc, je termine en disant que les techniques de séquençage haut débit sont nécessaires et critiques pour identifier donc, les erreurs innées de l'immunité qui sont chevauchantes et pour révéler des présentations atypiques. Les techniques NGS permettent d'identifier des variants délétères, même si le malade présente un variant, mais dans le cas où le phénotype clinique n'est pas totalement expliqué par ce variant, il faut passer aux techniques NGS. C'est la deuxième observation. Troisième observation, le NGS est non seulement critique et important pour le patient, mais pour toute la famille. Et il faut aussi, à travers ces observations, se rappeler que
nous avons identifié plusieurs variants hétérozygotes qui sont fréquents aussi dans notre population consanguine, donc il n'y a pas que les variants homozygotes, et l'implémentation de ce type d'approche mérite d'être faite dans les laboratoires de référence. Donc je remercie tous les patients et toutes les familles. Je remercie les collaborateurs nationaux et internationaux, le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche en Tunisie, la direction de la coopération internationale monégasque, la Jeffrey Model Foundation. Et je voudrais surtout rendre hommage à mon mentor, professeur Rida Barbouche, qui est pionnier dans l'exploration des déficits immunitaires primitifs à l'Institut Pasteur de Tunis, qui a été avant-gardiste, visionnaire, et a pu anticiper tous les challenges auxquels nous allions faire face en termes d'exploration immunologique, mais aussi moléculaire, et qui a fait de notre laboratoire un laboratoire de référence auquel sont référées toutes les suspicions de DIP par tous les pédiatres à travers la Tunisie, mais aussi par les médecins d'adultes. Merci beaucoup.